général, sauf s'il y a vraiment des questions brûlantes à la fin de chaque présentation. Et donc, on commence tout de suite par Myriam. Merci, Julien. Donc, moi, je vous présente un travail qui est le résultat d'une... C'est la souris, fait par un premier. Bon. Vas-y, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je vais vous présenter le résultat d'un travail pluridisciplinaire qui a été conduit dans le cadre d'un projet qui s'appelait Mozart, piloté par Julien. Donc, Mozart pour Mozambican Arenavirus at the Rodent Human Interface. C'était un projet d'ANR qui avait 3 objectifs. Le premier, c'était de caractériser les arénavirus qui circulaient dans la zone tampon du parc Limpopo au Mozambique. Ça, je ne vais pas vous en parler, ce n'est pas mon domaine. Le deuxième, c'était d'identifier les espèces de rongeurs qui étaient associées à cette circulation. Et le troisième, qui était d'identifier les personnes qui présentaient un risque accru de contact avec les rongeurs pour orienter une éventuelle future étude qui serait d'étudier la circulation de ces arénavirus chez les humains. C'est un travail qui a donné lieu à une publication dans Kabiwane. Donc la zone d'étude, c'est la province de Gaza, au Mozambique, à la frontière de l'Afrique du Sud, dans le district de Massinjir, qui est situé dans la zone tampon du parc du Limpopo, qui est un parc transfrontalier avec l'Afrique du Sud, le Kruger, et avec le Zimbabwe, le parc du Bonaretso. On a d'abord commencé par construire un cadre d'analyse, comment on allait étudier la vulnérabilité aux zoonoses. Et avec l'idée qu'on voulait dépasser les études CAP, que vous connaissez peut-être, connaissances, attitudes pratiques, qui sont des études, un outil qui est très critiqué en sciences sociales. Et nous, les sociologues, quand on nous demande de faire du CAP, on est toujours très réticents. Et donc voilà, on voulait essayer de proposer autre chose qui soit simple, comme les études CAP, mais qui permettent de lever certaines des critiques qu'on peut faire à ces études. Et donc, on a considéré 3 composantes, l'exposition, la sensibilité et l'adaptabilité, en s'inspirant des outils menés sur le changement climatique, sur la vulnérabilité au changement climatique, en faisant quelques adaptations, donc un outil assez robuste. Alors, l'exposition, pour expliquer, qu'est-ce qu'on met là-dedans? En fait, l'idée, ce que ne font pas les études CAP, c'était de mettre un petit peu de sociologie, d'inégalité sociale, et donc de regarder qu'est-ce qu'il y avait comme inégalité dans l'exposition aux risques zoonotiques, en se demandant qui est-ce qui est exposé. Alors, exposition aux risques zoonotiques, en fait, c'est exposition à des contacts avec les rongeurs, dans le cas particulier, direct ou indirect. Qui est-ce qui est exposé? Quand, à quel moment de l'année, puisqu'il fallait orienter aussi de futures analyses qui pourraient être sur la circulation des arénavirus chez les humains, à quels endroits, et puis pourquoi, à travers quel type de pratique, quel type d'activité. Sur la sensibilité, on avait la volonté, ce que font très peu les études CAP, de valoriser les savoirs et les points de vue des acteurs exposés. Donc de connaître, d'identifier les savoirs locaux sur les rongeurs et sur les maladies que pouvaient transmettre les rongeurs, comment les gens percevaient ces impacts, au-delà de la maladie, mais les impacts de ces interactions avec les rongeurs, à la fois positifs, à la fois négatifs, et puis à quelle valeur ils associaient ces contacts, quelle vision ils avaient des rongeurs, est-ce que c'était associé à des éléments positifs, de façon bien générale, qu'est-ce que ça leur inspirait, du dégoût, de la crainte ou de la compassion, ce genre de sentiments. Et puis la capacité d'adaptation, où là on s'intéressait à ce qu'on appelle en sociologie l'agentivité des acteurs, c'est-à-dire ces acteurs, ces agents en fait plus précisément, en les considérant comme des gestionnaires des risques. Ils sont soumis à un risque de contact qu'ils ont identifié à leur manière. Qu'est-ce qu'ils ont comme mesures qu'ils mettent en œuvre pour contrôler ces contacts, pour contrôler les populations de rongeurs, pour contrôler les contacts, et puis pour minimiser les effets négatifs qu'ils ont identifiés à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, et avec quelles institutions avoir une approche plus sociologique en mettant le rôle des institutions. Donc, on a fait une enquête auprès des agriculteurs de la zone, puisqu'on est dans la zone tampon où la principale activité, c'est l'agriculture et l'élevage.
les personnels des services de santé, vétérinaires, humaines, les services agricoles, et aussi on est allé voir les guérisseurs, parce qu'ils font partie des services de santé localement pour les animaux et pour les hommes surtout. On a fait des mesures, enfin, des outils très, très communs, hein, les enquêtes, mais aussi des focus group avec des hommes, des femmes, des adultes et des enfants, parce qu'on avait l'hypothèse de départ que l'exposition serait très différente selon le genre et selon l'âge, puisque les enfants sont souvent impliqués dans des activités de chasse quand ils gardent les troupeaux, ou vous verrez les petites filles qui gèrent les greniers et qui ont pas mal de contacts. Et puis, pour donner un petit peu un côté ludique et puis un retour aux gens qu'on avait mobilisés, on a organisé la journée du rat, qui était une journée où on a fait des expositions. Une des collègues a organisé une exposition avec... surtout, on avait identifié que les gens avaient assez peu de pratiques pour protéger les greniers des rats. Et donc, on avait fait des photos où on présentait un petit peu dans le monde quelles sont les mesures que les différentes sociétés mettent en œuvre de façon très simple pour se protéger des rats. On a aussi projeté un film pour les enfants, parce que c'est une zone où il n'y a pas beaucoup d'animation, et on avait projeté Ratatouille, bien sûr. La première grande difficulté qu'on a eue dans ce travail pluridisciplinaire, c'est d'utiliser les mêmes mots. Parce que voilà, les collègues avaient la liste des rats qu'ils avaient identifiés dans la zone. Et puis, quand on faisait des enquêtes auprès des communautés, en fait, eux, ils avaient un autre vocabulaire. Et ce vocabulaire, on n'arrivait pas à faire la correspondance, à avoir juste une traduction, parce qu'en fait, localement, il y avait l'identification des rats qui vivent dans les maisons, des rats qui vivent dans les champs, qui ont un autre nom, c'est plutôt Bewa pour ceux qui sont dans les champs, Konjo pour ceux qui sont dans les maisons. Et puis donc, un même rat, une même espèce, pouvait prendre deux noms différents, alors qu'elles avaient le même nom pour le chercheur, selon le lieu où on l'a rencontré. Et puis, selon l'âge aussi, si c'était des juvéniles ou des adultes, ben, ils avaient des noms différents pour les communautés localement, alors que les éleveurs, enfin, les chercheurs leur donnaient le même nom, et que même les chercheurs n'étaient pas très d'accord sur la présence de certaines espèces. Donc, il y a eu un gros travail assez long de faire ce tableau pour dire de quoi on parle, et la nécessité de dépasser ce qui est strictement des rongeurs pour les chercheurs, pour inclure ce que mettaient aussi localement les communautés, comme les lièvres, les lapins, etc., et les écureuils, je possède un genre. Bon, enfin voilà, on a mis tout ce qui faisait sens pour les gens localement, avec en utilisant des photos qu'avait préparées une des collègues. Alors la difficulté, c'est que les photos ne sont pas à la table, donc il fallait expliquer, ça c'est plus petit, etc. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et ensuite, quand on voulait savoir quelle était la dynamique de ces contacts, est-ce que ça augmentait, est-ce que ça diminuait, ne pas faire juste une photo, ce qui nous intéressait, c'est de savoir si ça bougeait. Et là, les gens nous ont raconté en fait l'histoire de la région, l'histoire des rats, des rongeurs dans la région, pour nous expliquer comment en fait, donc eux, ils différenciaient surtout les rats, les commensaux qui vivaient dans les maisons, qui vivaient dans les champs, et puis les rats sylvestres, qui eux sont beaucoup plus diversifiés dans le vocabulaire qu'ils ont pour les décrire. Et en fait, ils nous ont décrit l'histoire d'une invasion dans la région, qu'on pensait être une région un peu reculée en bordure du parc, invasion parce qu'il y a eu la construction d'un barrage qui a amené des ratus, des ratus natalensis, qui sont arrivés, qui ont chassé les espèces localement. Donc ça a été un facteur de changement. Il y a eu aussi des inondations dont elle a raconté qui ont amené les rats qui étaient dans les zones basses à coloniser les zones plus en altitude. Il y a eu aussi des changements liés à la politique, les politiques de villagisation qui sont assez courantes dans les pays post-marxistes, où en fait on oblige les populations à se rassembler pour mieux les contrôler, mais aussi pour faciliter l'accès aux services. Donc on a rassemblé les gens dans des villages et ça aurait attiré les rats. Et puis aussi d'autres facteurs qui ont été identifiés comme le changement de religion, où les gens expliquaient ce gros rat qui nous fait peur. Ils parlaient surtout de Mastomis natalensis qui leur faisait peur. Et
et que c'était lié au changement de religion, que les gens ne respectaient plus les religions, qu'avant on faisait des cérémonies avant les cultures pour chasser les animaux, les éléphants, enfin tous les prédateurs, tout ce qui peut détruire les cultures en zone périphérique des parcs. Et donc, c'est la perte de cette religion, en fait, le développement de la religion chrétienne était aussi évoqué. Et puis, curieusement, il n'y a pas eu grand-chose sur la création du parc lui-même, sur les périodes de famine, qui fait que les gens consomment certains des animaux, certains des rongeurs que j'ai évoqués, donc ça peut changer cette population. Rien non plus sur le développement d'irrigation dans la région, dont on peut supposer quand même, comme les inondations, que ça a pu avoir un impact sur ces populations. Donc sur l'exposition, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une surexposition des femmes et des fillettes. Donc ça, c'est à dire d'acteurs, hein, à dire des personnes qu'on a interrogées, parce que les rats sont très présents dans les cuisines et dans les greniers. Et donc, il y a un consensus pour dire que ce sont surtout les femmes et les petites filles, parce que les petites filles, elles vont dans les greniers chercher les réserves pour les cuisiner. Les femmes sont dans les cuisines et les rats viennent dans les cuisines, ils viennent, ils mangent dans les casseroles, et donc il faut sans cesse les chasser. Et puis, on a aussi interrogé d'autres personnes qui sont exposées, mais qui étaient considérées comme moins exposées, comme les jeunes bergers qui chassent beaucoup des petits rongeurs qui sont consommés, ou les guérisseurs qui utilisent certains Jojengua, donc qui est un, un, un lièvre sauteur, là, je sais pas bien, qui sert beaucoup à faire des médicaments localement. Donc voilà, on les chasse, on fait des poudres, etc. Et les contacts, c'est moins des contacts directs, en fait, la souillure des aliments ou des réserves à travers l'urine, les fesses, les salives, mais aussi des morsures dont les gens se plaignent, les bébés, s'ils ont les mains sales, qui vont se faire mordre la nuit, ou même les morts, quand on ne peut pas les enterrer rapidement, les cadavres donc, qui sont mordus, et puis les puces, avec les déclarations qu'il y a des invasions de puces qui les obligent parfois à dormir à l'extérieur de leur maison pour échapper à ces infestations. Alors, les menaces qui sont associées au rat, le premier plan, c'est la sécurité alimentaire, en fait. Les pertes de diverses manières sont, c'est très grossier, associées à 50% de pertes alimentaires liées aux rongeurs, depuis la consommation des semences dans les champs quand on vient de préparer les parcelles, la consommation de la production dans les champs, la consommation dans les greniers, la consommation dans les casseroles. Donc voilà, les gens disent on perd à peu près 5 mois, 6 mois par an de sécurité alimentaire. Si on n'avait pas ces rats, on serait plus autosuffisant. C'est la sécurité sanitaire aussi. Il y a l'idée d'une souillure, mais qui n'est pas associée de façon très concrète à des éléments pathogènes ou quoi. C'est juste la souillure par l'urine, la salive. Et puis la destruction des biens. Ces rongeurs mangent les habits, ils mangent des objets, ils mangent des billets, même semble-t-il. Alors peut-être que c'est une excuse, mais voilà. Et puis il y a aussi des bénéfices. Alors toutes ces menaces, elles sont plutôt associées à des rats qui vivent dans les maisons et dans les parcelles cultivées, tandis que tous les rats sylvestres sont plutôt associés à la viande de chasse, puisqu'ils peuvent être consommés, et à la préparation de certaines médecines traditionnelles. Et l'adaptabilité, il y a un grand sentiment d'impuissance, être soumis à cette invasion de rats qui sont décrits. J'ai fini, c'est ça? Non. Ah bon, ok. C'est un téléphone. Ah d'accord. Donc, dans les espaces domestiques, les gens utilisent très peu les raticides et les pièges. C'est cher, il faut aller les acheter assez loin. C'est jugé comme inefficace et puis ça peut être dangereux pour les poules qui peuvent venir les consommer et puis pour les enfants. Ce que les gens font, c'est de verser de l'eau bouillante dans les excavations des rongeurs dans les maisons pour les éliminer, surtout que ces trous que créent les rongeurs peuvent être occupés par des serpents et que donc c'est encore un impact négatif de cette présence de rongeurs. Les actions dans les zones cultivées sont plutôt collectives, de mettre des pièges, mais bon, il y a très peu accès aux pièges, et puis les gens se disent, en fait, si je mets des pièges, ça attire les rats du voisin sur ma parcelle, donc j'ai plutôt plus de rats chez moi, et c'est plutôt pour les voisins que c'est intéressant. Et puis, il y a une attente, en fait, des services agricoles,
on considère que ce problème doit être géré par les services agricoles et non pas par les services du parc. Il y a eu une fois une intervention du service agricole, c'est tout, qui a distribué un produit qu'on a identifié, je ne me rappelle plus le nom, mais c'était plutôt un pesticide en fait, pour essayer de tuer ces rongeurs. Et c'est la seule intervention qu'il y a eu, et c'est à ces services que les gens adressent des demandes. Donc tout ça, ça nous donne un tableau de ce qu'on pourrait appeler la vulnérabilité. Donc on a des populations qui sont très exposées à ces contacts avec les rongeurs, surtout les femmes et les fillettes. La période, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on nous parle beaucoup des vacances scolaires, où les enfants vont rester à la maison, vont davantage garder les troupeaux, vont davantage travailler dans la maison, vont aller nettoyer les greniers, etc. L'espace domestique est l'espace privilégié de ces contacts, et donc j'ai dit les urines, les fesses et les puces. La sensibilité, donc les rats inspirent, surtout les rats commensaux, de la peur, et c'est qualifié d'invasion. C'est un risque alimentaire en termes de sécurité alimentaire et sécurité sanitaire. Et puis, c'est perçu comme une nuisance à cause des puces qui ne sont pas associées à des maladies, mais juste à des démangeaisons. Et l'adaptabilité est finalement très faible, un sentiment d'impuissance et une attente des collectivités locales, notamment des services agricoles, pour intervenir dans ce domaine. Donc, on a vu qu'il y avait une diversité de points de vue. Les chercheurs s'étaient plutôt intéressés sur ces rongeurs sous l'angle de la biodiversité et en tant que réservoir de pathogènes, alors que pour les communautés, c'est des nuisibles qui mangent les réserves. On peut imaginer que s'il y avait une émergence, en fait, le système serait assez peu réactif. Les femmes sont plus sensibles à ces contacts avec les rongeurs, mais elles ont finalement un faible pouvoir de décision dans la mise en œuvre de mesures protectrices. On l'a vu par rapport au grenier. Puis en fait, il y a des mesures très simples qui pourraient être mises en place. Les femmes étaient très intéressées par ce qu'on a pu montrer dans l'exposition, mais en fait, ce n'est pas elles qui construisent le grenier, ce n'est pas elles qui ont le pouvoir là-dessus. Et si on raisonne à l'échelle du socio-pathosystème, donc en incluant les institutions qui peuvent aider à gérer ces potentielles émergences, on voit qu'il y a très peu d'appui pour le contrôle des populations rares. Rien n'est prêt. S'il y avait une émergence liée aux rongeurs, les institutions seraient très peu réactives. Et à la fois pour contrôler les rongeurs, mais aussi pour la prise en charge des maladies. On a pu voir en interrogeant dans les hôpitaux qu'en fait, sur une des maladies qui très probablement circule dans la région, comme la leptospirose, les hôpitaux n'ont aucun moyen d'identifier la maladie et de la traiter. Donc, il y a déjà une impuissance vis-à-vis des maladies qui existent. Donc, si on voulait aller plus loin avec le cas d'analyse vulnérabilité, donc là, c'était un premier test, un petit peu de tester ça, ça permet de dépasser les approches du cas. Parce que ça insiste sur les savoirs locaux, ça insiste sur les inégalités sociales, ça met les institutions aussi potentiellement dans le jeu, au lieu de culpabiliser les individus sur leur manque de connaissances, comme les études CAP le font beaucoup. C'est un outil assez rapide et simple qui a favorisé dans notre cas le dialogue pluridisciplinaire autour de ces indicateurs très simples. Ça ne va pas remplacer du point de vue des sciences sociales une étude anthropologique plus fine sur comment les gens conçoivent la maladie, quelles sont les relations homme-animal, c'est rapide. Ça ne remplace pas non plus des études qui peuvent être très intéressantes de l'histoire socio-environnementale d'une région, comme peuvent le faire les travaux en humanité environnementale. Et l'étude de sociopathosystème, qui est un concept que j'aime bien parce que ça met dans le système les institutions, les collectivités qui peuvent gérer les situations de gestion. Donc voilà, c'est un premier essai qui peut permettre de développer quelque chose, avoir un guide méthodologique autour de ce concept de vulnérabilité de ces trois composantes. On pourrait penser à quelque chose de plus standardisé pour quantifier sur ces trois indicateurs les groupes et pour voir comment ça varie selon les lieux, selon le genre, selon les activités professionnelles, c'est un risque professionnel aussi, et voir les tendances. Et puis, voilà, il faudrait ensuite aller plus loin et pour tester. Là, les chercheurs cherchaient les arénavirus chez les rongeurs
Là, c'était pour préparer une suite à cette recherche qui serait de chercher les arénavirus chez les humains et qui finalement ne s'est pas fait. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire notre publication.